ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier dans les archives de la police des étrangers. Les étrangers peuvent avoir les opinions qui leur conviennent, favorables aux communistes ou aux bolchevistes. Mais le jour où ils font publiquement une propagande subversive, alors cela regarde le gouvernement, et il a le droit d'intervenir. 6 parcours de femmes migrantes, expulsées de Belgique pour raisons politiques entre les 2 guerres mondiales. Épisode 3. Margelle Malka Rosenberg. Trafic d'hommes. Les expulsions en masse des ouvriers juifs de Bruxelles posent encore une fois devant l'ensemble de la section belge du Secours Rouge International le problème de la lutte solidaire avec les ouvriers étrangers contre la répression et contre les expulsions. Les dernières expulsions, environ 70 ouvriers établis depuis des années en Belgique, et parmi eux une vingtaine de familles avec des enfants nés dans le pays. Ces expulsions sont le résultat d'une rafle entreprise par la police dans une réunion organisée par le Kulturverein. Cette organisation culturelle des ouvriers juifs commémorait les 3 chefs révolutionnaires du prolétariat international, Lénine, Liebknecht, Luxembourg. Il y avait dans cette réunion 150 présents. On expulsa en vitesse 70 ouvriers. Et par la suite, la sûreté décida l'expulsion de tous ceux qui avaient commis ce crime abominable d'avoir assisté à la conférence des 3L. Cette mesure plonge les ouvriers juifs qui ont fui la misère et la terreur blanche de leur pays dans une situation tragique et presque sans issue. Toutes les frontières leur sont fermées. Nous sommes en 1933. Le Kulturverein est une association communautaire juive qui rassemble des sympathisants communistes, principalement venant de Pologne et de Roumanie. Cette nouvelle méthode d'aller faire des rafles dans des réunions ou dans des célébrations, etc., est le symptôme d'un durcissement de la répression des activités politiques des étrangers sur le territoire belge, propre à cette période de 1929 à 1935. Sur cette période, le gouvernement va pousser à ce que la police étrangère use au maximum des prérogatives que lui confèrent les lois existantes pour lutter contre la menace communiste étroitement associée à la présence d'étrangers sur le territoire. Par exemple, la simple appartenance à une organisation politique ou la présence à une réunion, comme ici dans la fête du Kulturverein, peuvent devenir des prétextes pour expulser des personnes considérées comme indésirables politiquement. La conséquence de ce durcissement va être une quasi-dissolution de toutes les organisations politiques d'étrangers, à l'exception des organisations juives et des organisations italiennes qui, étant particulièrement bien structurées, vont parvenir à se maintenir. Dans l'accord que j'ai rassemblé, la très très grande majorité des expulsions ont lieu entre 1929 et 1935. Donc c'est vraiment sur une période extrêmement courte. Et la rafle du Kulturverein en fournit une grande partie. Presque 1 personne sur 3 qui a été expulsée suite à cette rafle était une femme, ce qui est bien supérieur en termes de pourcentage à la représentation des femmes dans les expulsés politiques en général, qui sont plutôt de l'ordre de un petit peu moins de 1 sur 10. Le profil type, ce sont des femmes juives polonaises, beaucoup qui travaillent dans la confection de vêtements, la maroquinerie, etc. Par exemple, Margelle Malka Rosenberg, c'est une juive polonaise, tailleuse de profession, qui est mariée et qui habite à Anderlecht, dans le quartier de Kuregem, où habitent de nombreux autres juifs. Et
Mariam Malka va recevoir un arrêté royal d'expulsion suite à son arrestation alors qu'elle résidait en Belgique depuis l'âge de 8 ans. Direction générale de la Sûreté publique, première direction, 21 avril 1933. Au commissaire de police en chef à Anderlecht. Gorovic Herzkel, demeurant en votre commune, s'est adressé à mon administration à l'effet d'obtenir en faveur de son épouse Rosenberg Mariani, qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, l'autorisation de séjourner en Belgique. Je vous prie de bien vouloir faire savoir à l'intéressé que sa requête n'a pas été accueillie et que si son épouse séjourne encore dans le royaume, celle-ci devra quitter le pays en déant les 24 heures. Si la prénommée n'est pas partie à l'expiration de ce délai, il conviendra de la faire arrêter et écrouer à la prison de Forêt à la disposition de mon administration. Vous voudrez bien me faire connaître la suite réservée à la présente. Dans le dossier de la police des étrangers, une fois qu'elle a reçu la notification de l'arrêté royal d'expulsion, Mariam Malka reçoit une feuille de route qui lui indique le délai qu'elle a pour quitter le territoire. En l'occurrence, une feuille de route de 24 heures. Sur cette même feuille de route, on lit qu'on lui a donné, sans qu'on en sache la raison, un délai de 4 jours supplémentaires. Ensuite, on a un rapport de police de la commune d'Anderlecht qui explique que la nommée Rosenberg Mariani a quitté cette adresse pour une destination inconnue. Elle paraît rôder dans l'agglomération bruxelloise. En cas de découverte, cette étrangère sera arrêtée et transférée à la prison de Forêt. Ensuite, il y a une sorte de revirement de situation. À la suite de ce rapport de police, on trouve une note manuscrite de la police des étrangers. En cas de découverte de Rosenberg Mariani, il y aura lieu d'aviser mon administration et de proroger la feuille de route pour un délai de 2 mois. Contrairement à mes instructions précédentes, cette étrangère ne devra donc pas être arrêtée. Le rapport suivant nous informe que Mariani a réapparu. Elle a déclaré à la police d'Anderlecht s'être réfugiée chez un oncle habitant à Bruxelles. La note suivante mentionne la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'exécution de la mesure d'expulsion. Donc entre son arrêté d'expulsion en mars et la suspension de l'arrêté d'expulsion en juin, on a toute une séquence d'incertitudes, d'ordre contradictoire. Ce que montre l'échange, c'est l'arbitraire de la part de la police des étrangers. En tout cas, nous n'avons aucun élément pour comprendre les décisions qui sont prises. Eux, probablement, ont des éléments, puisqu'on voit dans la dernière note que pour comprendre la décision, il faut aller voir aux pages 8-9 du dossier de la Sûreté de l'État. Donc peut-être qu'il y a de nouveaux éléments politiques qui pourraient justifier que Mariani ne représente pas un danger pour l'ordre public. Ce qui est assez certain, c'est que Mariani ne sait pas non plus ni pourquoi elle reçoit l'arrêté d'expulsion, ni pourquoi celui-ci est suspendu. Je vais juste rajouter une petite chose. Avec ce mode de fonctionnement, il y a aussi un passage contraint par la clandestinité. Sur l'ensemble des dossiers que j'ai consultés, la clandestinité ne pénalise pas les étrangères, elle ne diminue pas leur chance d'obtenir une suspension de l'expulsion. Gendarmerie nationale, brigade de la Calamine. Ce jour-là, le 1er juillet 1939, nous, sous-signés Péché-Jean, revêtus de notre uniforme. De service à la commune de Hergenrath le 1er juillet 1939 à 19h15, certifions avoir rencontré les sujets étrangers ci-après. Premièrement, Rosenberg Mariam Molka, tailleuse, née à Lodz, en Pologne en 1912, domiciliée à Anderlecht. Deuxièmement, Krieger Sigmund, tailleur, né à Berlin en 1919, domicilié à Bruxelles. Ces personnes de nationalité polonaise se trouvaient à la frontière sans raison plausible. Le seul motif étant, la première nommée serait malade et il viendrait se promener à Hergenrath. Comme ces personnes n'avaient pas de motif sérieux pour justifier leur présence à la région frontière, nous leur avons enjoint de regagner immédiatement leur résidence. Il nous revient de bonne source que la nuit du 1er au 2 juillet, une trentaine de sujets israélites devaient passer la frontière belgo-allemande pour se diriger vers l'intérieur du pays. Cela pourrait bien être le motif de la présence à la frontière des 2 personnes en question dans le présent procès-verbal. Dont acte.
Sûreté publique, 3e bureau, le 31 juillet 1939. Se présente ce jour sur convocation la nommée Rosenberg Mariem. Interrogée sur les motifs de sa présence dans la région frontière, cette personne, qui paraît maladive à première vue, me répond qu'elle souffre des nerfs et que tous les ans, elle se rend dans un lieu tranquille pour y jouir de quelques jours de repos absolu. Cette année, ayant entendu parler de l'Hertogenwald, elle voulait y aller louer un appartement pour y passer ses vacances en compagnie de la femme de Krieger. Celle-ci l'accompagnait lorsqu'elle fut appréhendée par la gendarmerie. Voyant que la région semblait être interdite, l'intéressée, après sa rencontre avec les gendarmes, a repris immédiatement le train pour Bruxelles. Elle proteste de sa bonne foi et paraît sincère. Je lui ai conseillé d'éviter de se rendre dans la région frontière de l'Est, ceci afin d'éviter toutes sortes de désagréments. Proposition. Ne pas l'inquiéter. Le dossier de Mariem Malka reprend en 1939 avec ses 2 nouveaux rapports. Elle est suspectée d'aider des Juifs à passer la frontière. Il faut rappeler qu'à l'époque, les Juifs n'ont pas le statut de réfugiés. Ce statut n'est accordé qu'à des groupes ou des personnes qui subissent des persécutions expressément politiques. Néanmoins, en 1939, il est aussi devenu politiquement impossible de renvoyer les Juifs en Allemagne. Pour autant, la Belgique considère qu'ils sont là de manière transitoire en attendant une émigration. Et l'aide qu'il leur est apportée est surtout une aide qui vient des organisations sociales juives. Quand une personne a affaire à la police, les rapports vont systématiquement être envoyés à la police des étrangers. En l'occurrence ici, la police des étrangers décide d'une convocation. Et ce qui est intéressant quand on met les 2 documents l'un à côté de l'autre, c'est la manière dont la perception des fonctionnaires peut influencer le regard qu'a la police sur les personnes dont elle s'occupe. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste entre un regard très suspicieux du brigadier de gendarmerie à la calamine et un regard relativement bienveillant de l'agent de la sûreté qui reçoit Mariem Malka et qui termine son rapport par cette proposition « ne pas inquiéter ». Procureur du roi, bureau D. Objet, Gorowitsch Erskiel. Soupçon de trafic clandestin de réfugiés et éventuellement trafic de faux passeports. Entendons notre inspecteur judiciaire Jacques Alfred qui déclare en français « Les époux Gorowitsch semblent s'occuper de la fabrication d'articles de maroquinerie. Le vendredi ou le samedi matin, ils reçoivent souvent la visite d'étrangers arrivant en auto. Ils reçoivent aussi la visite d'un étranger roulant à motocyclette. D'après les renseignements discrètement recueillis dans le quartier, il résulterait que les époux Gorowitsch mènent un train de vie assez large. Ils semblent en tout cas disposer de revenus autres que ceux provenant de leur commerce de maroquinerie. Au cours de mon enquête, je n'ai pu établir que les époux Gorowitsch se livraient au transport clandestin de réfugiés en Belgique ou à un trafic de faux passeports. Rosenberg Mariem est notée à nos services comme ayant été expulsée. Elle est également connue comme s'étant livrée à la politique subversive dans les milieux israélites et ce, jusque vers la fin de 1933. Gorowitsch Erskiel n'est pas connu de nos services. La suite de cette affaire de trafic d'hommes, comme ils le disent dans les archives, c'est en fait le procureur du roi qui s'informe auprès de la police des étrangers pour mener une enquête. Ce qui est intéressant dans cette archive, c'est de voir quels sont les éléments à partir desquels se construit le profil de suspicion. On a la source des revenus, ici en l'occurrence une source un peu trouble, des revenus qui ne seraient pas en adéquation avec leur activité professionnelle. On a les fréquentations et les circulations, donc le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui passent, beaucoup d'étrangers qui passent, des personnes très mobiles, en automobile et en motocyclette. Ce qu'on peut relever aussi, c'est que l'objet du rapport, c'est Gorowitsch Erskiel. Rappelons qu'on est dans le dossier individuel du mari.
assez fréquemment, c'est plutôt vers les maris que vont se tourner les suspicions. Et donc, c'est assez remarquable que ce soit en réalité Maryam qui soit la plus connue des services et que son mari soit inconnu du service. Et on a aussi le rappel systématique des antécédents de Maryam Malka. Et ici, l'antécédent principal, c'est bien évidemment la mesure d'expulsion. Une mesure d'expulsion, en particulier un arrêté royal pour motif politique, même s'il a été suspendu, c'est une trace indélébile dans un dossier. Ça va la suivre, ici 4 ans plus tard, mais le cas échéant 20 ans plus tard. On apprend aussi dans cette archive qu'elle est connue comme s'étant livrée à la politique subversive dans les milieux israélites, outre le fait qu'elle ait été arrêtée à la rafle du Kulturverein. C'est une des seules mentions explicites dans son dossier administratif de quelles étaient ses activités politiques alléguées. Direction générale de la Sûreté publique, 20 octobre 1939. L'enquête du parquet n'a pu démontrer que les époux Gorovitch s'occupent d'un trafic quelconque. Soumis pour classement en ce qui concerne le 3e bureau. Note à la brigade de renseignement. Prière de faire enquête à propos de leur attitude actuelle au point de vue national. Alors, on voit bien ici qu'il y a 2 manières différentes de travailler. D'un côté, le parquet qui va clore son enquête dès lors qu'il n'a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre. Et d'un autre côté, la police des étrangers et la sûreté qui vont poursuivre la surveillance en demandant à sa brigade sur le terrain de récolter de nouvelles informations. Ce qu'il demande, c'est une enquête à propos de l'attitude au point de vue national. On est ici dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale, donc un contexte assez tendu du point de vue politique. Il s'agit de savoir si elles ne seraient pas des ennemis de l'État, de savoir si elles ne seraient pas communistes. Ici, il y a assez peu de chances pour qu'ils soient anti-belges au sens de hitlérien, vu leur profil. Aucun document n'est ajouté au dossier pendant la Seconde Guerre mondiale, mais heureusement, le dossier se poursuit ensuite. Il nous apprend que les époux Gorovitch-Rosenberg ont survécu, qu'ils ont été reconnus comme réfugiés par l'ONU en 1955 et naturalisés belges en 1958. Dans leur cas, on ne trouve plus de traces d'activité politique qui leur soit reprochée. Les rapports de la police locale sont positifs à leur égard et je serais même tentée d'y lire l'approbation des agents par rapport au fait que Maryam endosse désormais un rôle de mère et de ménagère. Femme engagée, regard policier. Une enquête historique de Juliette Masquelier. Réalisation Juliette Masquelier. Accompagnement à la réalisation et montage chez Dia Leroy. Avec les voix de Maya Chouvier, Thierry Hélin, Jean-Benoît Hugeux, Grégory Blémont. Une production Le Bruit et la Fureur en partenariat avec le projet Brain Women Exile, une collaboration des archives de l'État en Belgique, de l'Université libre de Bruxelles et de l'Université d'Anvers, avec le soutien de Belspo.